Bonjour et bienvenue à tous, très heureuse de vous retrouver sur Vivre FM dans l'émission consacrée à la culture. Au passage des artistes, je vous convie à une balade artistique pour arpenter, on va dire. On va arpenter ensemble le parcours de mon invité et aujourd'hui, j'ai la joie, le bonheur et l'honneur également d'accueillir un comédien, un acteur, un animateur télé également. Il a pris à un moment donné des cours de mime et mon défi va être de faire parler le mime. Georges Belair, bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue au passage C'est des gentil. artistes sur Vivre FM. Alors, Merci pour l'accueil. Écoutez, je suis ravie. D'abord, vous avez croisé Benjamin Baffy, que vous appelez votre fils. Oui, je l'adore. On a joué ensemble pendant 1 an et je l'adore. Voilà, c'est un fils à moi aussi. C'est formidable. Et puis moi, je parlais de bienveillance et c'est vrai que ça fait du bien quand on est dans la bienveillance et la gentillesse. Ça nous manque aujourd'hui. Bienvenue donc à vous. Et si vous le permettez, Oui. nous allons faire trempette Oui. dans un bain de jouvence. Ah bon, allons-y. Ça nous fera du bien également. Et puis ça va nous mettre la pêche pour aller vers ce chemin artistique. Alors comme je le disais dans mon introduction, vous avez commencé par prendre des cours de mime. Est-ce que c'est vrai ça ? Ah bah d'abord, j'ai été tellement timide quand dans ma jeunesse, enfant, que je ne pouvais pas parler vraiment devant un public. Donc la première chose qui m'est venue, c'est d'être mime. Et j'ai été pantomime, c'est grâce à ça. Le fait que j'ai passé à un moment donné dans la boîte la plus connue de Paris à l'époque, s'appelait l'Échelle de Jacob. Oui. Et j'ai passé une audition, j'avais 16 ans. Et ils m'ont pris, et c'est grâce à ça que j'ai pu prendre le France et aller aux États-Unis, puisque j'ai fait de la pantomime sur le France, et je me suis retrouvé aux États-Unis, et j'ai pu prendre les cours avec... Ça c'est génial, parce que cette histoire, vous la passez très vite, mais moi j'aimerais qu'on s'y attarde un peu, parce que il se passe des choses quand même assez formidables. Vous partez très tôt, vous quittez le noyau, la cellule familiale, à 16 ans, je crois, ou 18 ans, je sais plus. 16 ans et demi, disons, j'ai à peine 17 ans, je ne sais plus exactement, 18 ans. J'ai 18 ans exactement. Vous êtes parti comme ça à l'aventure, vous aviez un projet ou vous avez pris votre valise et vous êtes parti à l'aventure ? Oui, mon père ne voulait pas que je parte, il m'a donné $100 et je ne parlais pas anglais et j'avais décidé de suivre les cours de l'Actors Studio. Pour moi, c'était le but de ma vie, il fallait que... faut dire qu'à l'époque, on était sous le charme de Paul Newman, de Marlon Brando, tous ces gars qui sortaient de l'Actors Studio. Mais aux États-Unis, à New York, vous avez fait une très belle rencontre. Et comme je vous envie, et je ne dois pas être la seule, Jerry Lewis, formidable. Oui. Il vous voit et il vous propose il me propose de travailler. Rôle. Non, pas un rôle. Il me propose de travailler. Il avait un show qui était magnifique à la télé et il cherchait des gagman, et il payait aux gags. Et lors d'une soirée, j'ai été un peu pété. Je sortais vraiment des jupes de ma mère. Et je me suis retrouvé dans une soirée où les gens buvaient. J'ai bu, je me suis retrouvé un peu désinhibé et j'ai fait tout ce que je faisais sur le France, mon numéro. Ils m'ont demandé et donc sur le piano à queue, je me souviens très bien, je leur ai fait pendant un quart d'heure tout ce que je faisais sur le France. et ils étaient morts de rire et c'est là qu'ils m'ont engagé. Ça a été formidable pour moi, c'est une rencontre magnifique. Alors il était comment ? Est-ce qu'il est comme on le voit à la télévision, dans la réalité ? C'était un homme drôle, mais c'était un travailleur incroyable, acharné. Tout ce qu'il faisait, c'était en plus. C'était pas en moins. Donc il n'enlevait pas quelque chose quand il faisait un film, il faisait en plus, il donnait des cours, il était multiple. Il m'a donné envie d'être multiple comme lui. C'est pour ça que j'ai fait de la production, que j'ai écrit, etc. Ah oui, mais ça, on en parlera avec plaisir. C'est un gars qui aimait le métier et on lui doit des découvertes incroyables. Vous savez que c'est grâce à lui. Avant, c'est une invention absolument incroyable. Ça a changé le cinéma. C'est lui qui a inventé le fait qu'on puisse se voir immédiatement après. On tourne et on peut voir ce qu'on vient de tourner. Avant, il fallait attendre 2 jours. Il fallait bien sûr envoyer les pellicules, développer la pellicule. Donc on ne savait pas si on s'était trompé, on ne savait pas si le jeu de l'acteur était parfait. Lui, il est arrivé, il a été voir Sony, il leur a dit comment on peut faire
Et Sony a inventé avec lui le procédé qu'on utilise encore aujourd'hui. C'est magnifique. Voilà. Merci Georges Weller pour cette information. Et c'est vrai que on peut passer des heures à parler de ces personnages qui ont changé la vie du cinéma et du théâtre. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut espérer ce genre de spontanéité, ce genre de rencontre? Est-ce qu'on peut encore espérer des coups de bol? Oui, bien sûr. Moi, je crois qu'on transporte avec soi son coup de bol. Je crois qu'on a à un moment donné dans sa vie des rencontres. Alors, il y a des personnes qui ne les voient pas. On a des chances à saisir et il faut savoir la prendre. Vous savez, c'est une façon d'être. Il faut donner pour recevoir, par exemple. Et c'est tout un... Vous savez, les chemins qu'on choisit, c'est toujours très dangereux de vivre, parce que la moindre petite décision va vous emmener à des kilomètres de l'autre. Si vous avez donc il faut prendre le risque de se tromper, et il faut y aller, il faut avancer avec tout l'optimisme possible. Et en tout cas, il faut y mettre du cœur, ça c'est certain. Et c'est vrai que c'est pas facile en ce moment, que l'environnement, disons, est difficile. Parfois hostile. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui est le plus compliqué aujourd'hui dans ce milieu? Est-ce que, par exemple, qu'aujourd'hui, il est plus compliqué, de faire de la télé? Est-ce que les choses n'étaient pas plus simples hier? Elles étaient différentes complètement. C'est un autre monde. Moi, quand j'ai commencé ce métier, personne ne me connaissait. Il n'y avait pas de liste. Tout le monde avait sa chance. Il y avait un téléfilm qui était programmé. Il y avait la queue devant le réalisateur. Il n'avait pas d'ordre de la chaîne. Il prenait qui il voulait et il faisait le film qu'il voulait. Maintenant... Il y avait plus de liberté à l'époque. Totalement. Ouais. Il était libre totalement. On respectait le choix du réalisateur. Aujourd'hui, ça ne se fait plus comme ça. Ça ne se fait avec les chaînes, qu'ont des listes d'acteurs, etc. C'est différent. Mais il faut reconnaître que le talent, vous savez, c'est comme un fleuve, c'est comme l'eau. N'a pas besoin de la rivière. Si on bouge la rivière, elle va trouver toujours un moyen pour passer. Le talent, il finit toujours par passer. On le trouve. Alors, ça peut être un radio-crochet, ça peut être une apparition à la télé, mais c'est cette chance-là, à ce moment-là, qu'il faut savoir saisir. Il faut être au bon moment. Voilà. Et puis, il faut avoir un peu de chance, ce qu'on appelle la chance. Justement, c'était ma question, parce que j'avais posé la question il y a quelques années à Olivier Lejeune, que vous connaissez certainement, et je lui demandais qu'est-ce qu'il faut. Quelle qualité faut-il absolument avoir pour être un bon comédien? La qualité première, c'est qu'il faut être un peu fou. Parce que pour choisir un métier qui peut s'arrêter tous les 2 mois ou tous les 3 mois, dans ce monde-là, il faut être un peu courageux. Il faut être passionné. Voilà, il faut être passionné. Donc, il faut avoir la passion. La passion du théâtre, la passion, pas de soi pour être une vedette et avoir sa tronche partout. Et souvent, on me demande aujourd'hui, les jeunes, je suis assez stupéfait, non pas qu'est-ce qu'il faut faire pour être comédien, mais on me demande qu'est-ce qu'il faut faire pour être vedette. Pour être connu, pour être connu. Alors, ça n'a rien à voir. Il faut déjà commencer à aimer ce métier passionnellement, parce qu'il est difficile, et ça s'apprend. Il y a des cours magnifiques, et il faut savoir avoir le talent. Et ce talent-là, on l'a ou on ne l'a pas. Est-ce que ça se travaille, le talent ? Est-ce que c'est quelque chose qui est inné ? Mais on l'a, c'est inné ou pas, mais on peut l'épanouir, on peut le faire révéler, on peut expliquer. Moi, si j'avais pas rencontré les gens que j'ai rencontrés, j'aurais sans doute pas pu réussir à être acteur. C'est parce que j'ai rencontré ces gens-là qui m'ont débloqué, qui m'ont appris, qui m'ont donné confiance en moi, que j'ai réussi à faire ce métier. Et justement, quelle a été votre plus belle rencontre aujourd'hui ? Vous pouvez le dire avec du recul. Moi, c'est Lee Strasberg, c'est clair. Ouais. Moi, quand je suis arrivé aux États-Unis, je faisais de la pantomime comique. C'était des petits sketchs rigolos de 3 minutes. Il m'a pris dans son cours, il m'a pas fait payer, et il m'a dit ça, c'est de la caca, c'est pas bien. Et je vais t'expliquer pourquoi. Ouais. Et là, j'ai compris, il m'a appris la palette émotionnelle, il m'a appris comment gérer. Vous savez, on est tous comédiens. Tous ceux qui nous écoutent là, vous êtes tous comédiens. On n'est pas le même avec les différentes personnes, par exemple. Si vous travaillez, vous n'êtes pas le même avec vos collègues, avec le patron, avec votre voisine. Vous êtes
chaque fois une personne différente et pourtant vous êtes toujours vous-même. Donc, vous comprenez bien qu'on est plein de personnes à la fois. Bien sûr. Bon, alors le métier de l'acteur, c'est de chercher toutes ces personnes, s'amuser avec et de les essayer dans des cours ou pas, et pouvoir aller la chercher, cette personne-là, quand on en a besoin. Et c'est intéressant de le faire même quand on n'est pas comédien, parce que ça permet de connaître toutes ses capacités et de donner confiance. Je regrette qu'il n'y ait pas de cours de théâtre dans tous les lycées de France. C'est bien dommage, et c'est vrai que c'est ce que je disais il y a quelque temps à un de mes invités. Le théâtre devrait également s'inviter dans les écoles pour que plus tard la nouvelle génération s'adapte aux choses et aille également par curiosité, peut-être pour commencer, pousse les portes du théâtre. Mais déjà pour eux-mêmes, ils vont apprendre à écouter, à être dans un groupe, à défendre un rôle, à être sincère avec un texte, etc., etc. Vous savez que rien que ça, vous faites des progrès considérables dans la vie de tous les jours, dans vos études. Ça permet de se concentrer, on apprend la respiration, confiance en soi, le lâcher prise, comment éviter le trac, comment prendre la parole, comment quand on passe un examen et qu'on a très très peur, comment on a des trucs nous professionnels pour dire voilà comment on va faire pour que vous ayez beaucoup moins peur. Donc tout ça, ça aide énormément dans la vie. Et c'est vrai que ça peut changer une vie. Ah mais ça change complètement une vie. Moi, ça m'a changé la mienne. Eh bien, on va parler justement on va continuer sur ce chemin, votre parcours. On fait une petite pause musicale, Georges Belair, si vous le souhaitez. Oui. Et puis, on revient vers vous très, très vite. Vous écoutez Au Passage des Artistes avec Jasia Arens. Nous sommes toujours en compagnie de... Georges Belair, j'avais presque j'avais un élan comme ça affectueux, et j'ai failli vous appeler mon cher Georges. Je vous appelle mon cher Georges. Allez, bien sûr. On ne se gêne plus. Il se passe quoi lorsque vous revenez en France? Les choses démarrent. Elle démarre pas parce que personne ne sait qui je suis, je n'existe pas, j'ai fait aucun cours en France. Mais vous n'enchaînez pas à ce moment-là avec la télévision, justement? Non, la télévision vient beaucoup plus tard. D'accord. Il se trouve que j'ai donc pris ces cours de l'acteur studio et j'ai appris à comment se vendre, comment avoir la bienveillance des autres, etc. Ça me sert immédiatement. Parce que je peux dire tout ça aujourd'hui parce que c'est tellement vieux. Donc je rentre des États-Unis et je veux faire acteur, et pour faire acteur il faut avoir un impresario. À l'époque on appelait ça impresario. Ouais, aujourd'hui c'est l'attaché de presse. C'est un agent, maintenant c'est un agent. Mais à l'époque c'est un impresario. Donc je prends le bottin, à l'époque il y a le bottin, et je regarde impresario, je téléphone, impresario, premier impresario dans les A, je sais plus qui. Bon. Et il me fait oui, qui vous êtes. Alors je dis Georges Belair, vous avez fait quoi? Rien, je reviens. Déjà raccroché. Le deuxième, bonjour, vous êtes qui? Georges Belair, je reviens des États-Unis, raccroché. Donc, je me concentre et je cherche comment on fait avec la méthode de mon professeur, et j'appelle le troisième, et je tombe sur une femme plutôt sympathique, et je lui dis, voilà, je vous téléphone de New York, je suis en train de tourner One Summer Ride, avec évidemment que vous connaissez, et je serai à Paris dans 2 jours. On m'a dit que vous étiez un très bon agent, et je serai. Est-ce que je peux vous voir? On me dit oui, venez à 16h. Et à 16h, je suis arrivé. On m'a fait signer un contrat. Formidable. Et j'ai eu donc mon impresario qui m'a envoyé sur un film dans les 8 jours. Et ce film, c'était Les Pétroleuses, avec Brigitte Bardot et Claudia Cardinal. Alors, avouez franchement que ça a quand même changé ma vie. Est-ce que vous comptez donner des cours? Oui, j'en ai donné, vous savez. Parce que ça peut être bien. Ah ça franchement, très, très humblement, parce que je ne dis suis pour rien, ce sont des maîtres qui ont passé une vie à apprendre ces méthodes-là. C'est exceptionnel. Ça change vraiment la destinée. C'est-à-dire que vous êtes plus en même avec vous-même de choisir. Il y a des questions que vous allez se poser. Vous savez, les gens qui cherchent un travail, par exemple, je leur donnerais plus de chances de réussir l'interview, la rencontre. Vous savez, notre cerveau doit mettre 3 secondes à juger l'autre.
C'est court. Oui. Ah oui. C'est court. Et vous le cherchez. C'est pas vous, hein, c'est votre cerveau. Votre cerveau regarde et vous avez une impression. Alors vous regardez tout. Il a vraiment regardé les pieds, les chaussures, les yeux, le sourire. Je l'aime ou je l'aime pas. Et ça se fait à une vitesse incroyable. Et vaut mieux que ces 3 secondes, le gars ou la fille en face se dise je l'aime. Bien sûr, ce soit en votre faveur, bien évidemment. Alors ça, c'est la question qu'il faut savoir se poser avant le rendez-vous. Quelle est l'image de moi que je veux montrer pour qu'on puisse me dire je t'aime, qu'on puisse dire c'est vous que je veux. Voilà. Et ça, c'est vrai que et ça se travaille, tout ça. Ça se travaille. Ça se travaille. On va parler de télévision, parce qu'il y a également de la télévision. Vous avez mis votre carrière en parenthèse ? Non, j'ai continué le théâtre tout le temps. Je n'ai jamais arrêté, donc c'est un peu ce qu'embêtaient mes producteurs de télé, parce que moi, dès qu'arrivait 7h le soir, il fallait que je m'en aille. Je n'ai jamais arrêté de travailler au théâtre. Et la télévision, on parlait de Jerry Lewis tout à l'heure, il en faisait, j'ai eu envie d'en faire. Il faisait ça en plus de son boulot, j'ai fait ça en plus de mon boulot. Et j'ai adoré ça, je me suis beaucoup amusé. J'ai rencontré des gens charmants, j'ai utilisé mon métier d'acteur pour faire ça, et c'était avec un grand plaisir. Vraiment. Alors justement, ça démarre comment la télévision ? Parce que c'est quand même un milieu assez fermé, assez clos. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, peut-être qu'à l'époque, les choses étaient différentes. Non, c'était fermé aussi, mais le producteur d'une émission, il s'appelait Jean-Claude Buchez, m'appelle en me disant « Je vous veux pour présenter Les Affaires sont les affaires sur Canal+. » Et moi, je lui dis « Non, je ne veux pas faire de télévision, je ne veux pas faire animateur, ça ne m'intéresse pas. » Et ce gars-là m'a tenu au téléphone. Allez, si je vous dis 8 heures... Ah oui. J'avais l'oreille vraiment qu'on ne pouvait plus. Et il me disait, il m'expliquait, il réexpliquait. Et quand j'en disais, écoute, vraiment, il faut que j'y aille, il rappelait. Enfin bon. Et il m'a dit, essaye, amuse-toi, essaye, qu'est-ce que tu... C'est sur Canal+, une petite chaîne à l'époque. Et je me suis amusé à faire Les Affaires sont les affaires. Et après, on ne s'est plus quitté. Et donc, il a fait une émission qui s'appelait L'Arche d'Or sur France Télévisions. Et puis, c'était parti pendant 17 ans. Et ensuite, vous avez été une icône de la télévision sur France 2. Parce sur que France Télévisions, oui. Les 2 et la 2 et la 3, j'ai fait plein d'émissions, avec des... J'ai tout fait, je crois que j'ai tout fait, avec plaisir. Oui, justement, j'allais parler de plaisir, parce que c'est important. Quel a été votre meilleur souvenir à cette époque-là ? Est-ce qu'il y a une anecdote, un événement, quelque chose qui fait que... Oui, plein. Vous savez, forcément, quand on fait du direct, ou quand on... vous savez, c'était à chaque fois. La télévision, c'est un métier difficile et différent, mais en même temps, au départ, c'est toujours l'acteur. Bon, Jacques Martin, c'est un acteur, c'est un homme de scène, c'est un grand. Regardez, il y en a qui vont au théâtre, ils vont immédiatement aller au théâtre après avoir fait acteur. Bien sûr. Bon, et après avoir fait animateur. Donc voilà. Les rencontres sont multiples. Votre plus belle rencontre, si vous deviez en tout cas en choisir Marcel qu'une. Béliveau, c'était mon ami, je l'aimais, et surprise, et j'ai travaillé avec lui au Québec, on a écrit ensemble, on a ri ensemble, c'était un homme formidable, et il était cocasse, et ça a été un grand malheur pour moi, sa disparition très jeune et subite. Mais c'était aussi bien de tous, vraiment ils ont été adorables avec moi. Il y avait une entente, une sorte de famille, France Télévisions, et j'étais très heureux. Sophie Davant, formidable, adorable, William Lémergie, magnifique, drôle, cocasse, intelligent, cultivé. Vous savez, ce sont d'anciens journalistes ou des journalistes, sont des gens qui savent prendre du recul, etc. Et quand ils donnent leur amitié, ils la donnent vraiment. L'époque a changé aujourd'hui, est-ce que... Pour la télévision, je n'y mets plus tellement les pieds. Moi, j'ai arrêté d'en faire. Vous avez complètement arrêté la télévision. Ah oui, j'ai arrêté d'en faire quand mon directeur quand on m'a demandé de faire des émissions que j'avais plus envie de faire. Alors là, il y avait des émissions. D'un seul coup, la télévision a changé. Lesquelles, par exemple, et pour quelles raisons, surtout ? Vous savez, la télévision qui regarde par le trou de la serrure, vivre les êtres humains ne m'intéresse. C'est tout ça est faux. C'était pas votre vision, en tout cas. Pour moi, c'est comme les réseaux sociaux. Tout ça me fait un peu peur. Donc, ça ne me plaisait pas. Donc, après un moment, ça ne me plaisait pas. Et comme j'ai refusé un contrat avec la télévision, ils ont été adorables. Ils ont accepté que je travaille comme ça pendant 17 ans. Donc,
en bonne entente, on a arrêté. Ah oui. Et puis ça m'a permis de recommencer à faire des tournées de théâtre parce que je pouvais plus. On tourne beaucoup pour la télé, c'est très très prenant. Georges Belair, on va parler de Toc Toc parce que nous avions reçu Benjamin Baffy avec lequel vous avez joué. Et c'est vrai que c'est ce que je lui disais, on a ri du début à la fin dans cette pièce-là. Comment on arrive à garder ce rythme soutenu? Parce qu'il y a des rebondissements, puis on rit de maladies, on dédramatise également la situation. Il est là le théâtre, il est là pour ça. Vous savez, le théâtre... on peut rire de tout si c'est avec bon goût et si ça, en même temps, on montre une réalité sans trop lui donner cette force de drame en lui disant, voyez, c'est pas si dramatique que ça finalement. Ouais. On peut en rire aussi, c'est pas grave. Et ça, Toc Toc, c'est un petit diamant. Le papa Baffy, le père, a écrit un petit chef-d'œuvre. Ouais. Ça se joue dans le monde, à peu près dans toute l'Europe. Enfin, ça se joue, je crois, depuis 20 ans en Espagne, etc. C'est très agréable à jouer, c'est très dur à jouer, parce que chacun doit jouer sa partition, puisque c'est un orchestre. Donc il faut être vigilant sur le rythme de l'autre, il faut savoir se répondre comme le violon pourrait répondre au tambour, etc. Il faut que ça reste harmonieux, bien évidemment. C'est harmonieux. Ouais. Et alors le petit Baffy a un talent fou, il a une jeunesse magnifique et il a une naïveté formidable. Oui, une espèce de crédulité qui est touchante. Il est formidable. Et alors vous savez, le théâtre, c'est un vrai combat, c'est un combat qu'on n'est pas forcé de gagner, nous sommes sur scène, et le public et comme on disait tout à l'heure, il ne nous laisse pas plus de 3-4 secondes pour se dire « Oh là là, où je suis tombé? Ah là là, ça ne va pas me plaire. » Et à partir du moment où il se dit ça, c'est dur. Donc il faut les attraper, si j'ose dire, leur donner tout l'amour qu'on a, aller vers eux très vite. Il faut les surprendre très vite. Il faut que la mayonnaise les saisir. Prenne. Voilà, les saisir. Voilà, c'est un joli mot, les saisir. Et avec Toc Toc, c'était un régal parce que ça allait très vite, puisque c'était parfaitement joué par toute cette troupe qui se donnait tous les soirs à fond. Voilà. Et c'était très drôle, c'est surtout ça. Moi, je vous dis, c'est l'une des pièces où j'ai le plus ri au théâtre. Et c'est vrai que c'était subtil, c'était drôle, les situations cocasses. Et c'est vrai que le théâtre, on l'aime aussi pour ça. Bien sûr. Est-ce que vous pensez, Georges Belair, qu'aujourd'hui, le spectateur est envahi par des choses et qu'il a du mal à choisir? Est-ce que le spectateur est plus compliqué aujourd'hui à saisir, puisque c'est le terme que nous avions choisi tout à l'heure? Oui, il n'est pas plus difficile à saisir. Quand il vient, il est très heureux d'être là, il choisit. Donc, le problème, c'est qu'on est inondé actuellement dans ce siècle. Ça sera comme ça, il faut vivre avec. Moi, je ne dis pas c'était mieux avant, mais je dis, voilà comment c'est, il faut faire avec. Et les images, on a tous en nous, tout le monde a son téléphone qui peut filmer, écouter, faire des films, etc. Donc on est rempli d'images. Alors, on ne sait plus très bien, les gens ne savent plus très bien, parce que tout le monde dit « je suis le meilleur », forcément. Donc, faire son choix, c'est devenu plus compliqué, je crois, surtout pour le théâtre. Hein. Parce que le théâtre, c'est un petit artisan, lui, il n'a pas les moyens d'énormes shows, etc. Ouais. Mais ça se fait. Vous voyez, le succès du Festival d'Avignon Off, le succès de certaines pièces, mais c'est plus dur, les gens ont moins de revenus, ils ont l'impression que le théâtre est très cher, alors que non, avec tous les trucs sur Internet, bien vraiment, on peut passer une soirée au théâtre pour 30 € à 2, c'est pas beaucoup plus cher que le cinéma, et on peut voir. Il faut pas que le théâtre meure, parce que ça serait une catastrophe, et le théâtre vivant, c'est le spectacle vivant, c'est ce que je disais tout à l'heure, il doit rester vivant, il reste. Et on n'a qu'à voir, je vous dis, le nombre de pièces qu'on peut aller voir au Festival d'Avignon Off, c'est-à-dire tous ces jeunes qui se produisent, qui créent, qui écrivent, etc. Moi, je suis très optimiste, je ne crois pas que ça va disparaître, mais il faut que le public comprenne bien que c'est lui qui a les clés.
Georges Belair, moi j'adore papoter avec vous et je suis sûre Merci. que nos auditeurs en attendent encore un peu. On a encore une troisième partie. Oui. On fait une pause musicale Et puis on revient, on parlera encore de théâtre. D'accord. Vous écoutez Au Passage des Artistes avec Jazia Arens. Nous sommes toujours en compagnie de Georges Belair, acteur, comédien. Alors, il y a une différence d'ailleurs entre acteur et comédien, parce que moi je dis les deux, parce que pour moi l'acteur est celui qu'on voit à la télévision, au cinéma, Voilà. Le comédien est celui qu'on savoure presque sur les planches. Sur scène, voilà, il paraît que cette différence, moi, voilà. Acteur, comédien, ça me va bien les deux. Mais de toute façon, vous êtes les deux, j'ai Oui, envie de vous dire, donc avec d'autres choses, bien évidemment. Georges Belair, comment se porte le théâtre, selon vous, après cette longue absence, 2 ans, c'est énorme, on prend des habitudes, on va vers des choses un peu plus simples, comme la télévision, comme d'autres choses. Est-ce qu'il est plus compliqué aujourd'hui de ramener du monde ? Sûr, Comment se porte le théâtre ? Il va falloir un certain temps pour retrouver la dynamique qu'il y avait avant cette pause. Tout le monde en a souffert, mais il est très très vivant, le spectacle vivant, il faut. Oui, il est vivant. Pour l'instant, c'est pas facile parce que les gens ont pris effectivement les habitudes d'aller. D'abord, il fait beau, ils prennent l'habitude de ne pas s'enfermer. Ils ont encore la crainte de ce virus. Oui, ce virus. Qui n'arrête pas de changer. Il change de nez. Bon. Oui, il change de vêtements. Alors, il y a une personne d'un certain âge commence à se dire peut-être pas, etc. Alors qu'il n'y a pas vraiment de choses à craindre. Bien sûr. Et puis, on craint pas beaucoup quand on est au théâtre. J'ai envie de vous dire. On n'a pas de problème à aller au théâtre. Dans un théâtre qu'on risque quelque chose. Alors, je conseille d'aller au théâtre. Encore une fois, c'est vraiment le théâtre, c'est la vie. Il faut vraiment rester en vie. Il faut se battre. Et c'est vrai qu'il ouvre des perspectives extraordinaires. Je ne me suis jamais sentie aussi bien que depuis que j'ai appris, il y a quelques années, à aller au théâtre. Vraiment. J'ai l'impression de vivre une aventure à chaque fois. À chaque fois, faut prendre. C'est un risque à prendre. Et c'est vrai qu'au cinéma, même quand on s'ennuie, il y a de la musique, ça bouge. Au théâtre, quand on s'ennuie, c'est très emmerdant. Si on s'est trompé, ça peut être très emmerdant. Mais quand on ne s'est pas trompé, alors il faut prendre son temps, il faut choisir, c'est comme la nourriture. Et quand on demande l'avis, on lit les critiques, on demande. Et quand on ne se trompe pas et qu'on a rendez-vous d'amoureux, c'est un rendez-vous d'amoureux. Ouais. C'est des moments qui restent à jamais gravés dans votre tête. C'est magnifique. C'est l'une des meilleures thérapies qui puisse exister, vraiment. Et j'en parle en connaissance de cause. Oui. Georges Belair, si on avait dû, à un moment donné, vous empêcher de faire quelque chose, c'est-à-dire d'être acteur, d'être comédien, d'être animateur télé, qu'est-ce que vous auriez pu le moins supporter ? Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui le plus si jamais vous ne deviez pas l'exercer ? C'est impossible, je ne peux pas l'imaginer de ne pas être acteur. Vous savez, on m'appelait l'artiste chez moi, je devais avoir 10 ans, je ne pensais qu'à ça depuis, et donc je fais ma passion que j'avais quand j'avais 10 ans. Ça ne s'est jamais arrêté pour moi à ce niveau-là, je vois même pas ce que j'aurais pu faire d'autre. Pour moi, ça a été un fleuve tranquille. J'ai suivi et j'ai fait ce chemin au départ aux États-Unis, puis après en France, tout le temps. Voilà, moi, c'est une vie, parce que quand je me retourne, ça fait 50 ans maintenant que je fais ça, vous vous rendez compte. Et des regrets aujourd'hui ou pas ? Est-ce qu'avec du recul, on se dit, est-ce qu'on a pris le bon chemin ? Peut-être que j'aurais dû aller à droite ou d'aller à gauche ? Non, je ne me dis pas ça. Non, parce que alors là, si on moi, je ne suis pas pour ce genre de... j'aurais pas dû faire ça 10 ans avant ou 10 ans après, etc. Moi, je suis pas carriériste. J'ai fait ce que j'ai voulu faire tout le temps. J'ai fait des émissions avec des gens formidables. J'ai joué au théâtre avec des gens magnifiques. Vraiment, j'ai joué des succès extraordinaires. Vous savez, joué 4 ans Pauvre France avec Jean Lefebvre. On était complets tous les soirs. C'est formidable. C'est formidable. C'est une belle aventure, ça. Et puis, j'ai joué Zorro aux Folies Bergères pendant 1 an avec 40 personnes sur scène. C'est My Fair Lady à l'Opéra de Metz. Ce sont des souvenirs avec un orchestre de 120 musiciens. Vous savez, on est nourri de ça. Et alors après, ça reste dans nos têtes, dans nos cœurs. Donc, non, je vois pas ce que j'aurais pu... Je ne regrette rien et je n'aurais rien pu faire autrement. Enfin, voilà. Nostalgique ou pas ?
J'ai une nostalgie des amis comme Jean-Yann ou Coluche ou tous ces amis que j'aimais, comme Patrick Devers, tous ces gens que j'aimais qui sont plus là. J'ai cette nostalgie des fois de plus entendre Francis Blanche m'appeler ou Jean, tonton. C'était mon ami. Donc ça, c'est embêtant. Mais j'essaye de ne pas tomber dedans je suis plutôt optimiste et de bonne humeur. Et je sais que de toute façon, un jour ou l'autre, j'irai les retrouver. Oui, c'est ça. Vous allez pouvoir faire la fête à nouveau. Voilà. On parle de l'arnaqueur. Oui. Parce que ça aussi, c'est une belle aventure avec Nicolas Vitiello et Franck Leboeuf. Oui. Racontez-nous un peu cette belle aventure. Ça a été une très jolie pièce écrite par Nicolas Vitiello. Oui. Il l'a écrite pour nous sur mesure. Il y avait Michel Kern qui jouait dedans, qui est mon épouse. Et il y avait, vous l'avez dit, cet ancien champion du monde qui est devenu, lui aussi est passé par l'Acteur Studio. C'est pas du tout le footballeur qui s'est dit j'ai envie d'être acteur. Oui, c'est vrai qu'on peut avoir des a retrouvé sa passion d'enfant. Il l'a travaillé. Formidable, et c'est un magnifique comédien. Tout à fait. Et Véronique Demonge, on était très heureux d'être ensemble et ça a été une fête formidable. C'était drôle, très très drôle. Ça se voulait un peu méchant sur les marchands d'art qui vendaient des choses totalement approximatives à des prix absolument considérables et en même temps une histoire de famille et d'héritage. C'était très très drôle à jouer. Est-ce que vous comptez revenir sur scène avec ces comédies-là, avec ces pièces eux, je ne sais pas tout de suite, mais en tout cas revenir sur scène, c'est prévu. J'ai écrit une pièce, j'ai co-écrit une pièce avec mon camarade Tayeb qui est sur la maladie d'Alzheimer, mais c'est une comédie. Ça ne se veut pas du tout... Dans le pathos, oui. Pathos du tout. Ouais. C'est très joyeux et c'est très optimiste. C'est sur l'amour et c'est sur le temps qui passe en amour et de la nouvelle rencontre. Et ces deux couples, l'un qui vont se rencontrer et l'autre couple qui vivent ensemble depuis une vie. Et voilà. Et c'est plutôt rigolo, plutôt réussi, je crois. Et ça va être monté en septembre 2023. Je suis très content. Formidable. Et alors, dites-nous en plus, parce que vous nous mettez là. Comment vous avez écrit ça quand? Pendant le confinement? J'ai écrit ça pendant le confinement. Oui. Ça a été... J'adore. C'est pas ma première pièce. J'en ai écrit une vingtaine. Oui, bien sûr. Et celle-là, je crois que c'est la plus réussie. Pour quelle raison? Parce que j'ai pris du recul, j'ai pris de l'âge et que j'ai appris beaucoup encore et encore et je la fais lire à des gens qui sont pas tendres avec moi. Je fais lire à des professionnels qui sont vraiment pas tendres. Moi, je demande à ce qu'on me dise la vérité. Hein. Vous avez bien raison. Et non pas formidable, comment on fait dans ce métier. Ils sont dans ce domaine. Ils sont dans ce domaine, mais ce sont des véritables amis. Et alors, ils sont dithyrambiques. Donc ça me fait très très plaisir. Oui, ça c'est une bonne nouvelle. Et parce que l'idée est bonne, ça arrive des fois d'avoir une très bonne idée. il faut attendre un peu de temps. Voilà. Alors, est-ce que vous avez vous savez quand ça va se jouer? Vous avez des dates? Ou les choses sont encore très abstraites? Non, les dates, on les a pas encore. Ça se vend là maintenant. Et vous avez le titre ou pas encore? Bien sûr, Pour le meilleur. Ça s'appelle Pour le meilleur. Et c'est Didier Caron qui la mettra en scène. Formidable, Didier. Formidable. Magnifique Didier Caron. Donc j'ai beaucoup de chance. Ça a plu à Didier Caron, c'est bon signe. Donc c'est très très bon signe, j'ai envie de vous dire. Alors on a donc ce projet-là qui arrive en 2023, donc à la rentrée 2023. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous espérez ou que vous faites qui sont déjà en cours? Oui, il y a d'autres choses. On parlait tout à l'heure, je donne des stages à des gens qui ont besoin de notre technique de théâtre pour essayer de faire du lâcher-prise, pour essayer d'avoir confiance en eux, savoir prendre la parole, savoir comment justement obtenir un job, qu'est-ce qu'il faut dire ou ne pas dire, comment se comporter avec l'autre pour que ça se passe bien. Et on a des résultats formidables. Alors ces cours-là, ça se passe où? Comment? Ce sont des stages qu'on donne, mon épouse et moi, ça se passe très bien. Mais vous les donnez dans une école? Vous avez une école
Comment non, ça j'ai se... pas une école. On a une salle et les gens viennent et ils sont alors là. Et il faut s'inscrire. Comment faut-il faire ? Bien sûr, il faut s'inscrire et puis on en prend très peu parce qu'on veut que ce soit très sérieux et bien et on voit les résultats immédiatement. C'est incroyable. Et alors, si on a des auditeurs aujourd'hui qui se disent, voilà, je cherche un travail, ils vous passent un petit coup de téléphone et puis moi, je serais très très heureux de me mettre en rapport avec eux. Et est-ce que vous avez vous un site internet sur lequel on peut... J'ai un site, c'est mon site personnel. C'est georgesbeller@orange.fr. Eh ben écoutez, donc et Georges Beller en un seul mot. Donc c'est votre adresse mail. Si jamais on a peut-être des entreprises, parce qu'il y a également des entreprises qui ont besoin de ce genre de formation. Bien sûr. À tous les stades. Vous savez, le savoir lâcher prise, le savoir se concentrer, le savoir chercher en soi le côté positif et ne pas sombrer. Nous avons eu un cas incroyable, improbable. Des personnes sont capables d'aller jusqu'au bout de leur vie, d'aller au suicide pour des problèmes de bureau. Et quand vous dénouez le problème, vous apercevez que c'est rien. C'est comme mais c'est le petit caillou dans la chaussure. Bien sûr. Tous les jours. Bien sûr. Et nous, on enlève le petit caillou. Et alors, c'est incroyable parce que toutes ces idées noires tout se dissipe. Voilà. Pour cette personne en question, elle avait un problème existentiel parce que son voisin de bureau fumait à la fenêtre et que le vent ramenait l'odeur du tabac et elle sentait le tabac. Et elle ne pouvait plus vivre comme ça. Et alors j'ai dit, vous n'en avez pas parlé avec lui ? Non, je ne veux pas lui en parler. Et elle était au bord de ne plus pouvoir travailler et au bord d'arrêter de vivre pour une histoire de cigarette. Vous voyez, c'est impressionnant. Terrible, en tout cas, c'est une belle satisfaction pour vous, puisque vous aidez également les gens à mieux j'ai envie de transmettre. J'ai envie de transmettre. Tout ce que j'ai appris, vous savez, c'est dire, merde, ce serait dommage. À mon âge, je ne vais pas tarder à dire ciao à tout le monde. Sans laisser d'adresse. Sans laisser d'adresse, ou alors elle est connue, mais on ne sait pas si elle existe. Enfin bref, en tout cas, on va partir. Et alors, c'est dommage, parce que tout ce que j'ai appris là, qui m'a changé, moi, ma vie, j'aimerais bien le transmettre. Donner. Alors, donc, on le transmet et on voit avec satisfaction que d'abord, c'est vachement bien reçu et que ça change immédiatement. Incroyable. On a des retours incroyables. Georges Beller, moi j'ai été ravie de ce moment, vraiment, parce que on a été très loin, on s'est fait une belle balade à travers le temps, et c'est vrai que le temps passe très très vite. Trop vite parfois, mais il faut le combler, il faut le remplir. Il faut le remplir. Il ne faut pas oublier que c'est magnifique, qu'on est sur une terre magnifique, il y a le soleil, si on a la chance de le voir, le ciel, si on a le vent. Il faut prendre les petits plaisirs chaque jour, savoir... c'est peut-être ça le secret du bonheur, d'ailleurs. Prenez le plaisir, regardez, vous êtes vivant déjà, c'est formidable. C'est déjà pas mal. Et puis on a également autour de soi des gens formidables avec lesquels on peut échanger. On peut avoir des connexions et échanger. Et c'est vrai que c'est important. Georges Beller, merci infiniment. C'est moi. Merci pour le théâtre, parce que chaque fois que je reçois des comédiens, je les remercie pour toute leur créativité, tout ce qu'ils font pour le spectacle. Vivant, parce qu'on le disait tout à l'heure, ils sont un peu égoïstes, ils le font pour eux-mêmes. Mais bien évidemment, mais nous on en profite aussi, donc ça c'est formidable également, parce qu'ils nous font aussi profiter de tout ça, donc tout va bien. C'est de l'égoïsme sain. Merci infiniment, et puis revenez nous voir quand vous voulez. Voilà, on se revoit en tout cas déjà pour votre pièce, parce que ça, je pense que ça va être bien drôle. Merci à vous. Plus tard, je vais essayer de pas pleurer parce que je suis très émotif. 8 jours plus tard, Voloski m'appelle et il me dit « Tiens, merde, ça c'est ma femme. Pardon. » Paul Bell. Je voulais simplement lancer une blague. Bonjour, je recommence. Bonjour, c'est Catherine. J'aimerais que vous nous retrouviez au passage des artistes avec la passionnée Jazia.
ces 3 éléments, parce qu'il faut que ce soit harmonieux, est-ce qu'on est un peu plus exigeant? Vous êtes comment au boulot? Plutôt tyrannique, plutôt cool? Dramatique. Ouais. C'est pour ça que c'est mon dernier disque. Je ne fais plus de disque. Ouais. C'est mon dernier album. D'abord parce que je ne me supporte plus en studio, moi-même. Juste en studio ou dans studio. La vie? Non, dans la vie. D'accord, vous me rassurez. Je l'ai dit, non, dans la vie, je suis très cool et avec mes musiciens sur scène, ça se passe super bien puisque j'ai les mêmes en studio que sur la scène.